Coucou, je vais vous parler aujourd'hui d'un thème en psychologie qui est le thème du syndrome du bébé secoué. On en a entendu, ça a fait un boom médiatique il y a quelques années et je pense que ce serait bien d'en reparler. Alors c'est un petit peu triste, mais je vais pas mettre d'images trop sensibles, je vais pas parler de thèmes trop sensibles. On va y aller d'un point de vue théorique parce que je pense qu'il faut faire passer l'information. C'est un sujet trop terrible pour passer outre. Alors dans mes vidéos d'une façon générale, j'essaie d'avoir une ligne de conduite pour que ce soit, si vous voulez, logique d'une vidéo à l'autre. Cependant, bon, il y aura quand même des choses qui sortent de l'ordinaire de temps à autre, au moins 3 fois par semaine. Et vous me direz quels thèmes vous voulez que j'aborde, quels thèmes sont les plus importants pour vous, quels thèmes vous influencent le plus, vous sensibilisent le plus, selon aussi l'actualité bien évidemment. Alors on y va. Le syndrome du bébé secoué. C'est un ensemble de signes cliniques concernant un nourrisson. On le note également SBS, syndrome du bébé secoué. Le nourrisson qui présente un hématome sous-dural, une hémorragie rétinienne ou un œdème cérébral. Alors je ne vais pas m'étendre sur ces thèmes scientifiques. Ce qu'on appelle parfois la triade, qui indique dans la plupart des cas que l'enfant a subi une violence physique, qui peut être un choc violent par exemple, un accident de voiture, ou plus généralement que l'enfant a été secoué par un adulte. On parle aussi de traumatisme crânien infligé. Le diagnostic peut parfois être rendu difficile du fait de l'existence de maladies rares, que nous verrons tout à l'heure, dans les grandes lignes, provoquant des symptômes similaires. Donc, ce sont des diagnostics différentiels, comme on appelle. Cet acte, qui peut paraître anodin à certains, peut être imputé à un parent excédé par les pleurs de l'enfant, comme nous avons vu dans le burn-out parental, dans le syndrome de fatigue chronique, donc fatigue sur le long terme, qui est difficile à soigner, mais il faut se remettre au sport régulier par exemple. Donc voilà, il est réalisé souvent bien plus grave, donc c'est en réalité souvent bien plus grave qu'une chute de bébé de la table allongée par exemple, quelle horreur. Il est reconnu comme une maltraitance sur mineur. J'essaierai de faire une vidéo courte sur la maltraitance pour qu'on en parle. Il faut parler, il faut le dialogue, il faut échanger les idées. Moi, je vois les choses d'un point de vue théorique. J'essaie de ne pas orienter mes vidéos. J'essaie vraiment d'apporter, de transmettre d'une certaine manière ce que j'ai lu sur le sujet, ce que j'ai pu regrouper et organiser en termes d'articles et de travaux de scientifiques. Alors, il est reconnu, ce syndrome du bébé secoué ou SBS, comme une maltraitance sur mineur, que le soignant est tenu de signaler au procureur de la République afin de procéder à une enquête, car l'enfant décède dans 13 à 40% des cas, et s'il survit une fois sur deux, il y a récidive. Alors, je voulais ajouter quelque chose là-dessus. Effectivement, les parents peuvent être dans le burn-out. Il y a très peu de transmission générationnelle, donc de transmission d'une génération à l'autre à notre époque et en Occident surtout, parce que la famille est dilatée, donc il n'y a plus de transmission du savoir d'une génération à l'autre, des parents aux enfants. Les parents donc du bébé travaillent sans arrêt, ne peuvent pas faire leur nuit parce que le pauvre bébé il pleure, il a faim ou il a des coliques ou c'est lâche tout simplement. Les parents ils en peuvent plus, ils deviennent fous et ils savent plus quoi faire, donc il y en a qui se mettent à secouer le bébé. Et c'est terrible parce que c'est des parents qui auraient pu être accompagnés, on aurait pu leur dire déjà que le syndrome du bébé secoué ça existe. Secouer son bébé c'est très très dangereux, ça peut le tuer, vous vous rendez compte? En plus, comment dire, il y a énormément de séquelles, donc ça donne des handicaps à vie. Et c'est vraiment, c'est comme si on laissait les gens se débrouiller tout seuls, alors que s'ils sont épuisés, ils en peuvent plus, ils sont pas coupables de ça, mais par contre, ils sont coupables effectivement de secouer leur bébé. Alors, les séquelles possibles sont un sujet d'étude, elles concernent la majorité des cas selon les données statistiques que nous avons à l'heure actuelle, notamment à long terme, et elles peuvent être lourdes ou légères, voire qualifiables de handicap invisible, comme on les qualifie dans les traumatismes crâniens en général. Alors, d'un point de vue physiologique, le bébé, principalement avant 6 mois, a un cerveau qui ne remplit pas toute la boîte crânienne, une tête grosse et lourde relativement au reste du corps et des muscles trop développés pour la maintenir ou la retenir en cas de secousse. Et d'ailleurs, un bébé avant 3 mois, il ne sait pas tenir sa tête tout seul. Donc c'est à partir de 3 mois qu'il faut l'habituer à se tenir assis, à regarder en l'air, etc. pour qu'il fasse travailler ses muscles du cou notamment, pour qu'il arrive enfin à tenir sa tête droite. Alors des mouvements forts et répétés, non comparables avec ceux du jeu, peuvent donc faire que le cerveau bouge suffisamment dans la boîte crânienne
pour entraîner la rupture de vaisseau sanguin dans le cas de ce syndrome. Dans le syndrome, je répète, du bébé secoué ou SBS. Alors quels sont les signes évocateurs quand un bébé a été secoué? Le diagnostic repose sur la présence des signes évocateurs d'une atteinte neurologique qui vont être recherchés, par exemple un malaise, des troubles de la vigilance, des convulsions, un coma dans les cas les plus graves, mais aussi des signes plus légers, des comportementaux, souvent d'irritabilité. Le bébé est souvent énervé parce qu'il va pas bien, il a des hématomes dans sa boîte crânienne, rendez-vous compte. De décrochement dans les compétences, de troubles du sommeil, de pâleur ou encore de troubles respiratoires, voire d'apnée prolongée, donc il n'arrive plus à respirer. C'est énorme. Moi, en tant que mère, ça me bouleverse complètement. Et en même temps, j'ai failli plusieurs fois faire un burn-out parce que mon enfant était un bébé aux besoins intenses. J'en ai parlé dans une vidéo également. Et c'était épuisant. J'avais pas une minute à moi. Bon, heureusement, j'ai travaillé. Je continue à travailler quand même en partie. Mais le fait d'être sans arrêt en train de s'occuper de son bébé et de ne plus avoir 5 minutes à soi, c'est épuisant. Et j'espère traiter dans une prochaine vidéo de la naissance d'un enfant et du fait que c'est épuisant et il faut le reconnaître, quoi. Même les parents qui disent non, c'est pas épuisant, c'est pas vrai, ils mentent. Déjà, après la naissance, le premier mois, la mère est reconnue d'un point de vue juridique comme très vulnérable. Et c'est un statut qui est gardé les premiers 6 mois et voire la première année d'ailleurs. Il faut savoir qu'en principe, quand on met un enfant au monde, il faut plus ou moins, pour se remettre, au moins 6 mois, voire 1 an. Et pour se remettre, il faut faire du sport régulier, il faut continuer à travailler parce que ça change les idées bien évidemment, et puis il faut gagner des sous. Et il faut un petit peu faire garder l'enfant parce que l'enfant aussi, il a besoin d'un cadre un peu plus éloigné de sa maison, donc à la crèche, chez une nourrice, pour se développer et revenir vers ses parents et les aimer encore plus fort d'une certaine manière. Alors les signes évocateurs, on y revient. Dans les cas les plus graves, l'enfant est retrouvé décédé et une autopsie s'impose. C'est horrible, quoi, franchement. Enfin, moi, j'en parle pour partager ces informations et en même temps, je suis dans un état pas possible parce que je me dis, mais comment on peut laisser faire ça aux parents? C'est tellement insoutenable de lire ce genre d'article déjà que j'imagine même pas les parents qui ont été énervés, ont secoué leur bébé alors qu'ils s'imaginaient même pas quelles seraient les conséquences. Ça me rend très très triste, ça me bouleverse complètement. Des indices concordants peuvent être associés au contexte, des parents ayant des explications changeantes ou ayant tardé dans le recours aux soins, ou encore l'existence d'une mort inexpliquée dans la fratrie. Dans tous les cas, si ce diagnostic est envisagé, une hospitalisation en urgence est indiquée puisqu'il y a un hématome sous-dural, comme on l'a vu au début de cette vidéo. Alors, on va parler très très rapidement des diagnostics différentiels parce que le syndrome du bébé secoué ou SBS peut rapporter à d'autres diagnostics, d'autres types de maladies ou de pathologies qui n'ont rien à voir. Donc ce n'est pas une maltraitance ou un choc violent comme dans les accidents de voiture. Alors, diagnostic différentiel. Le diagnostic du syndrome du bébé secoué se base sur la présence d'un hématome sous-dural et d'hémorragie rétinienne, donc derrière les yeux. Cependant, des maladies rares peuvent provoquer ces symptômes en l'absence de tout traumatisme. Alors, on a par exemple les troubles de l'hémostase, par exemple la thrombopénie, l'hémophilie, la maladie de Willebrand, le déficit en facteurs de coagulation comme la vitamine K, également des malformations artério-veineuses cérébrales, des maladies d'ordre métabolique comme l'acidurie glutarique, la maladie de Menkes, ensuite les maladies infectieuses comme la méningite, des maladies d'ordre génétique comme l'ostéogenèse imparfaite. Donc les médecins doivent effectuer des examens complémentaires, des bilans sanguins et des analyses d'urine pour rechercher ces maladies et permettre un meilleur diagnostic. Alors je ne vais pas aller trop loin dans cette analyse scientifique qui me paraît très très complexe, longue, dense. On va passer aux données statistiques. D'après une étude canadienne de 2001, donc ça remonte à quand même très longtemps, j'imagine qu'il y a d'autres analyses depuis, ça fait quand même 17 ans. Donc cette analyse qui est canadienne, reposant sur les enfants hospitalisés après avoir été secoués, on peut dire que 20%, donc un cinquième, un enfant sur 5 qui a été secoué, décède.
60% voient par la suite un déficit neurologique ou visuel ou d'autres troubles de la santé sur le long terme. Et 22% semblaient bien guéris soi-disant au moment de leur congé, mais selon certaines données récentes, ces bébés qui semblent bien guéris peuvent présenter des troubles comportementaux ou cognitifs des 5 sens plus tard. On va voir ça juste après. Alors je vais pas trop dans les chiffres parce que ce ne sont que des chiffres officiels. Combien d'enfants de moins d'un an seraient victimes de secouements violents 200 par an, je ne pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup plus. Vu toutes les affaires qu'on voit dans la presse, les parents déférés devant les tribunaux parce qu'ils ont secoué leur bébé, à mon avis, il y en a beaucoup plus. Entre ceux qui ne sont pas officialisés, ceux qui ne sont pas perçus par la famille, etc., ça fait quand même beaucoup. Et d'après également le fait qu'on ne transmette plus le savoir des parents aux enfants pour qu'ils élèvent les petits-enfants, donc les bébés qui viennent de naître, je pense que c'est d'un ordre de grandeur bien supérieur, qu'on est dans les 10 fois plus à mon avis. C'est pas 200 bébés par an, c'est au moins 2000 à mon avis. C'est une population de 60 millions d'habitants à mon avis, voilà. Alors quelles sont les séquences possibles? Mais ce n'est que mon modeste avis, attention. Quelles sont les séquences possibles? Contrairement à une croyance répandue, le pronostic n'est pas meilleur chez l'enfant. Le handicap invisible est encore plus fréquent que chez l'adulte qui aurait un traumatisme violent, donc un traumatisme crânien. Les lésions diffuses et le jeune âge est un facteur aggravant chez les enfants, puisqu'ils ne sont pas encore complètement formés, ils sont au début de leur croissance. Les études sur le sujet ont donné en commun notamment une récupération partielle à 1 an, soi-disant, c'est pour, je pense que c'est pour pas effrayer l'opinion publique en même temps, ou encore le fait que le jeune âge est toujours un facteur de mauvais pronostic. Et oui, parce que le bébé ne va pas venir vous dire j'ai mal ici, on m'a secoué comme ça, maman avait l'air très énervée, papa avait les cheveux qui se dressaient sur la tête, ça fait 6 mois qu'ils ont des impayés d'impôts, ils s'en sortent plus au travail, ils ont 3 types de travail différents. En plus, moi, je ne dors pas assez la nuit, j'ai des problèmes de colique, etc. Donc il y a vraiment tout un spectre psychologique, physiologique à prendre en compte. Alors sur le plan juridique, le bébé secoué est toujours la victime d'une infraction pénale qualifiée de délit ou de crime selon la gravité des conséquences du secouement. Donc il y a de très grosses amendes et en principe, le parent est enfermé pour 5 ans en moyenne. Et ça va jusqu'à des enfermements qui sont beaucoup plus importants, donc 5, 10 ans, voire plus. Alors il y a des associations de parents pour les bébés secoués, c'est important d'en parler. Il y a également des associations de parents épuisés, donc il y a des associations pour le burn-out, il faut en parler. Il faut mettre le bébé dans son lit et vite fermer la porte pour quelques secondes, s'il n'y a pas d'urgence pour le bébé bien sûr. Il faut savoir mettre le bébé dans son lit, fermer la porte et aller se reposer dans le salon ou dans le jardin. Les cris de bébé, c'est épuisant. Il faut savoir aussi que les bébés, ils ont entendu leur maman parler dans leur ventre toute la grossesse. Donc forcément, leur voix est adaptée à celle de la maman, est adaptée au fait que ça va créer un impact chez la maman. Il ne va pas prendre une voix douce, il a vraiment des besoins à remplir. Donc il va tout faire pour que ses parents se dépêchent. Il va crier comme un fou. Moi, mon fils, il criait comme un chat. Il réveillait les voisins. À l'époque, on était en appartement. Donc on sentait qu'il y avait une urgence. Pourtant, par la suite, on a vu que c'était un baby, donc un bébé aux besoins intenses. Il faut... moi, je conseille fortement, de par mon expérience de maman, bien que toutes les expériences sont différentes, et c'est vraiment mon humble avis, je conseille très fortement de faire garder l'enfant très très vite. Même 1 à 2 heures par jour pour les parents, c'est salvateur. Faire garder par une babysitter, faire garder par une crèche ou par une personne de la famille de confiance. Ça permet aux parents de faire une sieste de 2 heures déjà, ou alors de faire des activités qui leur plaisent, parce qu'un bébé dans une famille, la naissance d'un bébé, c'est une tornade. Il faut s'occuper de prendre soin du bébé en lui-même, qu'il soit au niveau alimentaire, hygiène et sécurité. Il faut gérer le linge, il faut gérer la préparation de la nourriture, il faut gérer tout un tas de choses, les dents, les coliques, etc. Il faut gérer son travail à soi, il faut gérer sa vie de couple, il faut gérer sa vie sociale et amicale, qui est mise entre parenthèses au moins pendant les 6 mois, je dirais, parce qu'après, bon, c'est quand même différent.
selon que l'enfant fait ses nuits ou non. Moi, il a fait les nuits au bout d'un mois, donc merci bébé. Voilà, mais le syndrome du bébé secoué, c'est quelque chose de très sérieux. Je pense qu'il faudrait en parler beaucoup plus. Il faudrait passer le message beaucoup plus fréquemment. Il faudrait que ce soit un sujet qui soit détabouisé, que ce soit pas un sujet interdit, comme quoi, soi-disant, la mère est culpabilisée. Quoi, t'arrives pas à faire ton travail de mère, mais c'est épuisant, vous ne comprenez pas. En plus, les bébés sont beaucoup plus stimulés à l'heure actuelle. Il y a beaucoup moins les grands-mères, la famille proche pour aider la mère et le père à s'occuper du bébé. Donc on est submergé. Déjà qu'on est submergé d'informations dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle. En plus, si à la maison, on n'a pas appris à gérer ça dans l'enfance et l'adolescence en ayant la chance notamment de garder des enfants, moi ça avait été le cas, heureusement. Donc je savais quelle charge de travail c'était plus ou moins. J'étais pas à la place de la maman, mais je savais ce que c'était quand même. Hein. Et j'avais appris, donc je me sentais quand même un peu dans une certaine confiance en moi. Voilà, j'espère avoir fait le tour d'une manière générale. Parlez-en autour de vous, partagez l'information parce que c'est trop important. Ces enfants plus tard auront des séquelles physiques et psychologiques, voire intellectuelles, ce qui est très dommage. Les parents, s'ils ont prévu, s'ils ont conçu un bébé, c'est qu'ils ont envie de l'aimer et ils se trouvent submergés par la fatigue, par l'épuisement, par toutes les tâches qu'il y a à gérer. Donc il faut essayer de s'entraider dans une société, je pense. Voilà, à très bientôt.